ce qui est toujours étonnant dans l'angle que le président Macky Sall choisit pour régler les problèmes de ce pays, il choisit l'angle sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, le défi est sanitaire. Nous avons des problèmes de contagion propagée sur pratiquement l'étendue du territoire. Quand on entend le point du jour, on entend des petits villages qui sont aujourd'hui touchés. Nous avons aussi des problèmes d'évaluation du système sanitaire avec les plus de 60 milliards qui ont été déclarés avoir été investis lors de la première phase. Donc, ce qui aurait dû nous donner la capacité quand même, avec l'expérience qu'on a de cette pandémie, qui a commencé depuis le mois de mars, de pouvoir réagir et faire face. Et donc aujourd'hui, il devrait juste s'agir de réactiver ces mesures, parce que ce sont les mêmes un peu partout dans le monde que les gouvernements prennent, ce qui aurait été logique. Alors, on est toujours étonné de voir qu'ils poussent un tout petit peu le bouchon plus loin dans la prise de pouvoir sous prétexte de problèmes sanitaires. Donc, on peut se demander qu'est-ce que ces pouvoirs vont lui donner de plus par rapport à ce dont on a réellement besoin pour faire face à la pandémie. C'est la démocratie qui en souffre. C'est encore une fois l'Assemblée nationale qui donne le pied pour être écrasée, finalement se départit de tous ses pouvoirs au profit de l'exécutif, le peu de pouvoir qui lui reste, mais sans coup férir avec une majorité mécanique. Donc se pose aujourd'hui profondément la question de la démocratie, alors qu'on devrait être concentré sur des mesures sanitaires comprises telles quelles pour avoir l'adhésion de la population. Mais ce sont ces tentatives de bâillonnement, ces tentatives de contourner la démocratie qui viennent rendre floues les véritables raisons de ces mesures qu'on demande à l'Assemblée nationale. Pour moi, ces révoltes sont logiques. Premièrement, dans la manière même dont les mesures ont été annoncées. Pour quand même un pays dont on connaît maintenant la structuration économique, surtout avec la première phase du Covid, on connaît le poids de l'informel, on sait comment vivent les gens dans les quartiers, surtout au niveau alimentaire, toute l'économie alimentaire, il y a l'offre mais aussi il y a la demande. On se lève un beau jour pour annoncer des mesures qui étaient à appliquer pour demain, sans aucune préparation, sans aucune mesure d'accompagnement ou en tout cas ébauche de présentation de plan de mise en œuvre de cette mesure. Ensuite, ces mesures, on se rend compte qu'elles sont incomplètes. On rajoute un tout petit peu en disant, bon, écoutez, les gens qui vont vers l'aéroport vont pouvoir se déplacer. Ensuite, toujours incomplète, les transports, voilà les mesures qui seront prises. Bon, c'est de l'amateurisme. C'est inadmissible par rapport au chemin parcouru. Ils auraient dû avoir la patience de prendre tous les côtés en charge, de mesurer les incidences et de dire la vérité aux gens. L'autre aspect, c'est que, comme aujourd'hui et hier, on se rend compte que des départements qui sont encore plus touchés que des départements de Thiès ou de Mbour ne sont pas sous couvre-feu. Donc, c'est pas logique, ces mesures. Donc, à partir du moment où les priorités ne sont pas là, les explications ne sont pas claires, et un sentiment de deux poids, deux mesures avec, qui se cache derrière ces mesures, derrière les positions prises par le président, il y a forcément défiance. Et aujourd'hui, c'est le manque de confiance, c'est cela que ça traduit. Cela traduit le fait que les gens ne font pas confiance à ce gouvernement à faire face, parce qu'ils nous ont annoncé que nous sommes les deuxièmes dans le monde à nous décerner un satisfecit, à faire preuve d'arrogance, pratiquement de vanité, et à expliquer aux gens que, dorénavant, vous pouvez aller aux cérémonies religieuses, vivre votre vie normalement,
Nous ne sommes plus en guerre, nous vivons avec le coronavirus. Nous ne sommes plus en guerre, ça c'était au mois de mars, nous sommes en guerre au mois de septembre, au mois d'octobre. Nous ne sommes plus en guerre, nous vivons avec le virus. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Sommes-nous retournés en guerre? Si c'est la guerre, pourquoi la guerre à Dakar et à Thiès et pas dans le reste du pays? Parce que il faut être sérieux, quoi. Il faut être sérieux. C'est le manque de cohérence qui amène la confusion, qui amène le manque de confiance et finalement la défiance. Ça aussi, ça fait partie de là où excelle le président de la République, réduire les valeurs du pays à leur plus simple expression. C'est-à-dire que d'aucuns se targuent d'avoir réduit l'opposition à sa plus simple expression, mais en réalité, même l'APR a été réduite à sa plus simple expression. Non, voilà, la preuve en est tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit tous les jours. Promenez-vous et voyez ceux qui lui avaient fait confiance et ce que la confiance est devenue. Dans cette optique, on a fait l'apologie de contre-valeurs. On a encensé des transhumants. On leur a même gratifié. On les a même gratifiés de postes. Donc, ce sont des contre-valeurs. Et toujours dans cette obsession de conserver le pouvoir, on sort de sa poche une mesure pour prendre une petite ville comme Dakar, je pense qui fait moins que la superficie de Mbour, qui compte déjà 19 communes, excusez du peu, pour en faire encore le saucissonner et lui enlever son statut de ville. Donc aujourd'hui, nous aurions une capitale de petites communes. Et donc quand on doit faire des projets d'envergure, la ville de Paris, la ville de Sao Paulo n'a pas d'interlocuteur au Sénégal. Voilà. Donc on a des petites communes, bon, La Sicap, Mermoz, Fann Résidence, eh bien c'est ça la capitale sénégalaise. Donc c'est réduire toutes nos valeurs, tout le socle de ce qui fait la valeur du Sénégal à leur plus simple expression. Et Mbour du coup, parce que quand on voit la ville de Mbour qui est vraiment comprimée entre une partie de Malicounda au nord et une partie au sud, il n'y a pas de cohérence. Ce sont des calculs politiques qui, en son temps, ont amené cette situation. Et donc, aujourd'hui, on fait face à, si on essaie de changer, à une résistance. Parce que chaque commune est dirigée par quelqu'un qui, finalement, peut être pratiquement comparé à un petit roi, parce qu'il a une attendue de pouvoir, il a un budget, et il a des administrés sur lesquels il fait ce qu'il veut, et une assiette foncière avec tout ce qu'on entend comme désagrément pour la population. Et donc aujourd'hui, pour changer cela dans le département de Mbour, ce sera extrêmement difficile. Et c'est la production de calculs politiques qui nous mène à cette situation. Bon, on veut appeler une situation d'intercommunalité, mais il faut revenir à des villes fortes, à des activités complémentaires, à une cohérence pour avoir une politique de transport, une politique d'urbanisation et une économie qui tient la route. On va vers les grands pôles. Le président Macky Sall lui-même, quand il venait d'arriver et qu'il avait le Yoonu Yokkouté, il faisait appel à des pôles. Aujourd'hui, il a oublié tout ce qu'il a vendu au Sénégal pour nous vendre des petites entités dirigées par des petits rois qui font la pluie et le beau temps et qui sont prêts à tout pour que rien ne change, et c'est uniquement dans leurs intérêts personnels. Et on se focalise sur Mbour, mais je pense que les mots de Mbour sont les mots des départements du Sénégal. Parce que quand le PSE arrive, 70% va dans la région de Dakar, on devine que les 30% qui sont dispersés dans le reste du pays ne vont pas apporter grand-chose. Donc la ville de Mbour stagne, voire même recule. Parce que quand on prend sa position de carrefour pour aller vers le sud, vers les pays voisins, limitrophes, ben, le transport à Mbour pose un véritable problème. Il y a des activités touristiques dans les communes de Saly et dans les communes environnantes. Donc le transport, il aurait fallu des voies annexes bien tracées pour dégager
la route nationale qui, je pense, date d'avant ma naissance. Voilà, ce qui fait que la ville est encombrée. Quand on rentre dans les nouveaux quartiers, ben, on laisse pratiquement les gens habiter. Après, on vient essayer de régulariser, ce qui fait qu'il n'y a pas d'espace public. Et même le peu qu'on a dans la ville ancienne, avec des grandes routes, hein, les routes des 30 mètres, routes des 40 mètres, qui peuvent faire des avenues, on ne les a pas dans ces quartiers. On a presque des labyrinthes avec des petites artères non viabilisées, sans canalisation, ni à usage domestique, ni à usage des eaux, qui sont des quartiers inondés, et la ville est laissée pour compte. Et à côté de ça, il y a pléthore de responsables politiques à qui on a donné des postes et qui finalement, on donne l'impression de ne pas plaider la cause de Mbour. Et quand on voit particulièrement celui qui est responsable de Promoville, moi je dirais que c'est une honte. C'est une honte. Parce qu'avoir la responsabilité d'un tel secteur aussi structurante et ne pas se battre pour que le département ait sa part dans son temps, c'est vraiment une honte. Les 3/4 de budget de Promoville sont allés dans la ville de Saint-Louis, alors que, bon, voilà, on ne doit pas faire plus pour Mbour, mais on ne doit pas faire moins. Nous valons autant. Et on attendrait d'un responsable politique qui aime sa ville qu'il défende la cause de sa ville. Et on a l'impression que dans ce domaine, Mbour est encore laissé pour compte. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, qui est-ce qui plaide la cause de Mbour au niveau national, malgré tous ces cadres, ces directeurs et tous ceux qui sont dans Benno Bokk Yakaar, on a l'impression que, en tout cas, ou bien les résultats ne sont pas là, ou bien ce n'est pas fait. Alors, celui qui l'a dit, c'est Maître Doudou Ndoye, il me semble. On lui a sorti, je pense, dès ce matin, une vidéo où il défendait exactement l'inverse. Alors, il faut arrêter un peu dans ce pays de prendre les gens pour des moutons de Panurge. Nous ne sommes pas des animaux. Nous avons la loi, mais nous avons l'esprit de la loi. Et encore une fois, encore plus que la loi, nous avons des valeurs. Ces valeurs, le mensonge n'en fait pas partie. Se dédire n'en fait pas partie. Et il me semble que si on respecte l'esprit de la loi, si on remet au goût du jour les affirmations qui ont tendu la loi en son temps, on peut retrouver quand même que cette question n'a pas lieu d'être posée. Maintenant, moi personnellement, je ne fais aucune confiance à ces conseils constitutionnels de la zone francophone. La preuve, c'est que en Côte d'Ivoire, un conseil constitutionnel a déclaré successivement 2 présidents vainqueurs pour une même élection. La preuve, c'est qu'au Mali, quand il y a eu les élections législatives, pour faire la paix, on a commencé par dissoudre ce conseil constitutionnel, remettre en question les élections législatives. Il s'en est suivi ce conseil, les militaires qui finalement ont pris le pouvoir. Donc, nous ne faisons pas confiance à ce système. Nous ne sommes pas des experts juridiques. Je ne rentre pas dans un débat où on explique qu'il faut chercher la vérité dans des dispositions transitoires. Il faut chercher la vérité dans des virgules, dans le temps. Est-ce que c'est l'imparfait, est-ce que le présent? Mais ce n'est pas possible. C'est vraiment mener les gens en bateau. En tout état de cause, moi, mon attitude face à ce problème, c'est que c'est à nous, citoyens, de leur rappeler ce que nous voulons pour le Sénégal. Ce n'est pas à eux de décider et de créer la communication où tout le monde s'engouffre. Je réfute le terme de 3e mandat, 3e candidature qui lui sera certainement validée par ceux qui ont applaudi et qui ont même applaudi son épouse lors de son investiture en 2019. On les a vus, les images sont là. Donc c'est 3e candidature. Et c'est aux Sénégalais de préparer l'offre alternative par rapport à ce qui ne va pas. Et c'est aux Sénégalais de freiner toute cette machine mise en œuvre et qui est distillée à travers des émissions politiques, à travers une certaine presse conciliante, à travers des expressions pour nous habituer à des forfaitures. C'est à nous de le refuser.
c'est à nous. Le Sénégal, c'est pour nous. Les présidents passent, les maires passent, mais les Sénégal restent et les Sénégalais resteront. Donc ce combat, c'est un combat citoyen pour les rappeler à l'ordre. Pour les rappeler à l'ordre. Si dans ce pays, on n'a aucune autorité capable de dire au président de la République, arrêtez, Monsieur le Président, ressaisissez-vous et remettez le pays dans le droit chemin de la démocratie, eh bien, ça va se faire dans la débandade. Et nous allons tous y perdre. Mais ça se fera. Il n'y a rien à faire. Audio Jungle.